C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui pour ce 21 janvier la Fédération royaliste provençale, l'Action française Provence est heureuse de vous recevoir. La Fédération royaliste provençale organise cette manifestation depuis plusieurs années. Cette date du 21 janvier revêt une importance capitale dans notre, j'allais dire, dans notre liturgie politique. Aujourd'hui, je salue particulièrement Guy Bertrand de Balanda, qui est responsable au niveau de la Provence de l'organisation des différentes sections. Jérémy Palmieri, qui est responsable des jeunes et qui va vous dire un mot tout à l'heure. Bonjour à tous. Je vais vous lire la profession de foi monarchiste de Choderlos de Laclos, que vous connaissez tous, qui est un texte magnifique. Si le téléphone marche, c'est... Il disait « Je veux une monarchie pour maintenir l'égalité entre les différents départements, pour que la souveraineté nationale ne se divise pas en souveraineté partielle, pour que le plus bel empire d'Europe ne consomme pas ses ressources et n'épuise pas ses forces dans des discussions intéressées, nées de prétentions mesquines et locales. Je veux aussi, et principalement, une monarchie pour que le département de Paris ne devienne pas, à l'égard des 80 autres départements, ce qu'était l'ancienne Rome à l'égard de l'Empire romain. Je voudrais encore une monarchie pour maintenir l'égalité entre les personnes. Je voudrais une monarchie pour me garantir contre les grands citoyens. Je la voudrais pour n'avoir pas à me décider un jour, et très prochainement peut-être, entre César et Pompée. Je la voudrais pour qu'il y ait quelque chose au-dessus des grandes fortunes, quelque chose au-dessus des grands talents, quelque chose même au-dessus des grands services rendus. Enfin, quelque chose encore au-dessus de la réunion de tous ces avantages, et ce quelque chose, je veux que ce soit une institution constitutionnelle, une véritable magistrature, l'ouvrage de la loi créé et circonscrit par elle, et non le produit ou de vertus dangereuses ou de crimes heureux, et non l'effet de l'enthousiasme ou de la crainte. Je ne veux pas d'une monarchie sans monarque, ni d'une régence sans régent. Je veux la monarchie héréditaire. Et il poursuit. Je veux une monarchie pour éviter l'oligarchie, et je prouverai, au besoin, être le plus détestable des gouvernements. Par conséquent, je ne veux pas d'une monarchie sans monarque, et je rejette cette idée, prétendue ingénieuse, dont l'unique et perfide mérite est de déguiser, sous une dénomination populaire, la tyrannie oligarchique. Et ce que je dis de la monarchie sans monarque, je l'étends à la régence sans régent, au conseil de sanction. Dans la possibilité de prévoir jusqu'où pourrait aller l'ambition si elle se trouvait soutenue de la faveur populaire, je demande qu'avant tout, on établisse une digue que nul effort ne puisse rompre. La nature a permis les tempêtes, mais elle a marqué le rivage, et les flots impétueux viennent s'y briser sans pouvoir la franchir. Je me demande que la Constitution marque aussi le rivage aux vagues ambitieuses qu'élèvent les orages politiques. Je veux donc une monarchie, je la veux héréditaire, je la veux garantie par l'inviolabilité absolue, car je veux qu'aucune circonstance, aucune supposition ne puisse faire concevoir à un citoyen la possibilité d'usurper la royauté. C'est une déclaration qui vaut largement un credo monarchique, un credo politique. Bien. Lorsque je lis le programme de la réunion, je crois qu'il est prévu une réunion avec Maître Trémollet de Villers à propos de Jeanne d'Arc. Parler de Jeanne d'Arc au moment, le jour de l'exécution de Louis XVI n'est pas un hasard. Ce sont deux martyrs qui illustrent l'histoire de France. Et nous avons pensé que les associer dans cette commémoration étaient tout à fait licites. Pour cela, Maître Jacques Trémollet de Villers, qui a publié son livre Jeanne d'Arc, Le procès à Rouen, était l'orateur le plus désigné, le plus apte à nous en parler. Maître, cher Jacques,
C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons au nom de la Fédération royaliste provençale, au nom de l'Action française de Provence, bref, au nom de l'Action française tout court, dans sa forme immuable et permanente. C'est donc une très grande joie de vous accueillir. Nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Mais dites-moi, maître, dites-moi, cher Jacques, vous rendez-vous compte de ce que vous faites en ce moment? Vous êtes, en quelque sorte, le dernier rouage, la dernière... Avec vous s'achève la guerre de 100 ans. Vous êtes l'instigateur du Seigneur des Anneaux. Vous êtes le Seigneur des Anneaux. Vous êtes l'homme par qui l'anneau, mis en vente en Grande-Bretagne, nous est revenu en France au prix de presque ce qui a failli être un casus belli entre la France et la Grande-Bretagne. Bref, la sagesse monarchique, la sagesse de la reine d'Angleterre a définitivement clos ce débat. Comme vous, vous avez clos la guerre de 100 ans par ce geste. Oui, cet anneau, vous l'avez revendiqué, vous avez demandé à Philippe de Villiers de l'acquérir. Cet anneau qui est parti, au même temps que le Brexit d'ailleurs. Je parle du premier Brexit, lorsque Jeanne d'Arc a voté les Anglais hors de France. C'est le plus grand Brexit de l'histoire. Dieu veuille qu'il y ait d'autres exits. Dieu veuille qu'il y ait d'autres exits. Donc, Jacques, je vous laisse la parole pour nous parler et pour nous montrer la leçon politique de Jeanne d'Arc, parce que cette leçon est permanente, et de trouver les éléments qui l'associent à l'exemple du roi Louis XVI. Merci, merci Jacques. Merci à vous de m'avoir invité ici. D'abord parce que en fait, j'ai au moins 15 degrés de différence avec Paris. Et que je reviens toujours à Marseille avec beaucoup de joie parce que c'est, comme je disais à quelques-uns, c'est la ville, un peu la ville de mon enfance. Ma grand-mère habitait d'abord 38 rue Jaubert et ensuite 163 boulevard Baille. Donc je venais passer mes vacances, des petites vacances comme dit avec elle. Et c'est là que on partait d'un Paris encore froid et on arrivait ici, c'était presque l'été. Donc à chaque fois à Marseille, c'est le cœur il revient et le cœur n'a jamais quitté. Et puis merci aussi de cette idée d'associer Louis XVI et Marie-Antoinette, et Jeanne d'Arc. Et je dis ça parce que une fois une messe à Saint-Germain-l'Auxerrois, lorsque le prince Jean était seulement fiancé avec la princesse Philomena, celle qui est devenue la princesse Philomena, je vois à la sortie de la messe, je vois la messe, je ne voyais pas du tout la princesse Philomena. Et à la sortie, je l'ai trouvée dans le bar qui est juste à côté, là, qui s'appelle Le Fumoir d'ailleurs, parce qu'elle fume pas mal. Bon. Et je lui dis, mais vous n'êtes pas venu. Si, je suis venu au fond. D'accord, vous êtes venu au fond. Elle m'a dit, je suis pas statue, je ne suis pas encore fiancé, pas me balader, je suis pas sa poule. Et puis elle me dit, pas un mot sur Marie-Antoinette. Je dis, mais c'était Louis XVI, c'est pas Marie-Antoinette. Elle me dit, non, vous êtes tous comme ça, les Français, les Autrichiens, ils nous coupaient la tête. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien, maintenant, c'est bien d'unir à chaque fois Louis XVI et Marie-Antoinette. Mais là, c'est Louis XVI et Jeanne d'Arc. Alors, je vais commencer par Louis XVI. On a dit tellement de choses que vous savez tout, mais je voudrais juste rappeler un point d'avocat, parce que en fait c'est mon métier, et c'est comme ça que j'ai vu les choses. Il faut toujours faire attention aux juges, surtout aux mauvais juges. Il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup pour Louis XVI, il n'y en avait pas un bon, et il y en a eu beaucoup pour Jeanne d'Arc, il n'y en avait pas un. Il y en a eu beaucoup pour Marie-Antoinette aussi. Lorsque les juges ont condamné Louis XVI, ils ont condamné Louis Capet. Et lorsqu'ils ont, je ne vais pas lui donner son nom de roi, ni rien, Louis Capet.
Et je trouve que dans c'est une inspiration diabolico-providentielle, toujours en général le diable porte pierre, on le sait, surtout ici, et que donc c'est véritablement par ce moyen-là qu'on a rappelé à l'histoire, et d'une certaine façon pour l'éternité, qu'en coupant la tête de Louis XVI, on coupait la tête de la tradition capétienne. On coupait la tête de l'art politique français qui est l'art politique capétien. C'est pas seulement un art politique monarchiste ou royal, etc., parce que les royautés, il y en a partout dans le monde, mais c'est un art spécial, spécifique, tel que l'honorable maison capétienne, comme dit Bainville, l'avait mené pendant 1000 ans. Et donc c'est là, c'est véritablement là, à ce moment-là, qu'on voit combien la Révolution a voulu non seulement couper la tête au roi, mais couper la tête, supprimer une tradition politique qui avait fait ce que le professeur Chauny appelait ces espaces de paix et de sociabilité, qui étaient en fait la reprise de ce qu'avait de meilleur l'Empire romain. Et donc, nous sommes, c'est vrai que nous étions les héritiers à la fois de Rome et d'Athènes, et que nous étions les héritiers de cet art politique où, comme dit Cicéron dans une phrase magnifique, tout était tendu vers la concorde des peuples. Tout était tendu vers la réunion, la concorde et l'amitié entre les peuples. C'est ce que nos rois savaient faire, et ce que les Capétiens savaient faire, et ce que la Révolution n'a pas voulu. Parce que la Révolution, c'est quelque chose, c'était un ensemble de verbeux. C'est un avocat qui nous dit. Il y avait des avocats, beaucoup d'avocats. Il y avait des vicaires, beaucoup de vicaires, des franquets en général. Bon. Enfin, des hommes de la parole, des hommes de Rome et des hommes de la parole qui pensent que quand on a dit, on a fait. Et depuis, alors que les rois, quand on fait le compte des discours qu'on fait nos rois pendant 1000 ans, ça fait un livre moins épais que ça. Hein. Tandis que la débauche de discours de la Révolution française, ça a fait des guerres. De l'audace, encore de l'audace, etc. Bon, lui, il partait, Armand est partait, c'est les jeunes qui partaient, lui il est resté là. On lui a coupé la tête à lui aussi, parce que la Révolution dévore tout le monde. Mais il y a quand même, c'est cette espèce d'utopie, d'utopie sanglante, qui a remplacé la politique de sagesse, de bon sens que les Capétiens avaient construit patiemment et avec lequel ils avaient fait ce chef-d'œuvre du plus beau royaume qu'on ait vu celui-ci. C'est tellement vrai que le cousin du roi, Philippe Égalité, qui avait pensé, raisonnant à l'ancienne, que, bon, d'accord, c'était pas très joli de voter la mort du cousin, mais après, de toute façon il était fichu, mais après on remplacerait la branche cadette, on remplacerait la branche aînée, et en fait on reprendrait une monarchie, et on reprendrait un style capétien que Louis XVI n'était plus capable de faire, pour des raisons d'ailleurs qui ne pas dire à lui, mais qui tenaient au désespoir des circonstances. Mais à Philippe Égalité aussi, on lui a coupé la tête. Et ensuite, le martyr fait à Louis XVII le premier crime, le premier vrai crime contre l'humanité. André Frossard dit un jour, le crime contre l'humanité, c'est, la définition du crime contre l'humanité, c'est de tuer quelqu'un parce qu'il est né. Louis XVII a été martyr parce qu'il était né capétien. Parce qu'il était le fils de Louis Capet. Il fallait pour ça qu'il subisse l'effroyable martyr, l'effroyable infanticide qui a été la vie et la mort de Louis XVII. Donc nous sommes là dans une volonté qui est vraiment une volonté d'éradiquer, de couper la tête au sens fort du terme à ce qui était notre tradition politique. Et c'est tellement vrai que lorsqu'après la tourmente napoléonienne, Louis XVIII revient et commence à rétablir une tradition, que Charles X la suit, une petite révolution chasse Charles X. Et quand Louis-Philippe veut continuer, une petite révolution aussi, 18 ans après, chasse Louis-Philippe qui part en disant pire que Charles X. Parce que la révolution qui avait gagné, et qui avait gagné l'ensemble des esprits de l'Europe entière, ce qu'elle fera après, ne voulait plus de cette tradition capétienne. Et depuis 1848, il n'y a plus pratiquement dans le monde entier d'ordre politique. Il n'y a plus d'exemple d'ordre politique, et nous sommes aujourd'hui dans les derniers soubresauts de cette, j'espère que ce sont les derniers, de cette absence, de cette immense dérive de l'ordre politique, et où personne
n'a pu encore rétablir, ou personne n'a pu donner l'exemple de ce que les Capétiens avaient fait. Alors, que dirait Jeanne là-dedans? Eh bien, justement, si vous regardez l'histoire, si nous regardons l'histoire, c'est à ce moment-là, c'est dans les années 1850, que Jeanne revient. C'est vrai qu'elle revient aujourd'hui avec l'anneau, mais avant elle est revenue. Et elle est revenue d'une façon étonnante. Elle revient par les travaux de Quicherat, qui est chartiste, directeur d'école des chartes, grand patron de la conservation des documents, qui est libre penseur, qui est scientiste, comme tout le monde l'était à l'époque, et qui découvre le procès de Jeanne. Et qui sort, comme dit Sainte-Beuve, qui sort le procès de la poudre du greffe, et qui dit, mais c'est étonnant. Qu'est-ce que je vois? C'est étonnant. Et tout le monde se précipite. En quelques années, 500 livres. 500 livres sur Jeanne. Dont le plus célèbre, Michelet. Michelet qui dit, ça y est, on tient la fille du peuple, la nation incarnée, et selon la formule, la traditionnelle formule épouvantable d'Anatole France, mais enfin avec l'humour d'Anatole France, à Jeanne d'Arc, abandonnée par son roi, brûlée par l'Église, la République reconnaissante. Donc, et on fait, on gagne, et elle fait, et elle commence par être l'idole du peuple. À ce moment-là, l'Église, certains hommes d'Église commencent à réagir, dont le père Jean-Baptiste Hérol, prodigieux jésuite, qui fait un bouquin de 6 volumes, qui consacre sa vie à Jeanne, dans lequel il se bat contre Michelet, contre Quicherat aussi, contre tout le monde, pour dire, mais Jeanne n'est pas à vous, Jeanne est à l'Église. Et puis il se dit, oui, mais enfin quand même, l'Église, il n'y a personne qui s'est levé au moment où elle a été condamnée. Hein. Elle a été condamnée unanimement. Et on n'a pas vu une voix épiscopale, cléricale, pontificale se lever pour dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on n'est pas jésuite pour rien. Et le père Hérol dit, non mais en fait, ceux qui l'ont condamné, il n'avait pas tort d'ailleurs, c'est l'université de Paris. L'université de Paris, c'est celle qui déjà professait que les conciles étaient au-dessus du pape. Donc en fait, ce n'était pas des bons. Et dédouanant ainsi l'autorité pontificale, il envoie ces 6 volumes à Léon XIII, qui salue, et qui dit, bien joué, s'il vous plaît, mon cher jésuite, mais vous auriez pu quand même être un peu moins polémique, parce qu'il règle son compte à tout le monde. Et c'est d'ailleurs, un jour, vous savez que ces livres ont été réédités, et donc vous pouvez les trouver. Les 6 volumes coûtent 200 €, mais avec ça, vous avez tout ce qu'il faut sur Jeanne, et ils m'ont beaucoup servi pour le commentaire de ce procès. Mais alors, quand on disait à ce pauvre le père Hérol, vous pourriez être un petit peu moins polémique, il montrait ses épaules, qui étaient les épaules de catcheur ou de rugbyman, avant le rugby, et ses mains qui étaient des mains de lutteur. Il disait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Je peux que me battre. Donc, il a réglé son compte. Ensuite est venu le cardinal Touchet, évêque d'Orléans, qui tombe amoureux de Jeanne d'Arc. Avant lui, il y a eu Monseigneur du Grand. Et puis le cardinal Touchet, qui, tous les deux, évêques d'Orléans, tombent amoureux de Jeanne d'Arc, et commence à porter Jeanne sur les autels. Commence à être vénérable, puis béatifiée, mais il faudra qu'elle attende 1920 pour être canonisée, et elle sera canonisée par la République avant l'Église. Car c'est une loi, à l'initiative de Maurice Barrès, votée en 1920, qui déclare à l'unanimité Jeanne, héroïne nationale, et fixe la date, au 8 mai, de la fête nationale de Sainte Jeanne d'Arc. Enfin, Sainte Jeanne d'Arc pour la République, mais de Jeanne d'Arc. Donc on a un phénomène étonnant. C'est que, de ce qu'on dirait aujourd'hui de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde se réclame de Jeanne. J'ai fait, il y a quelques mois, une émission sur sur France Culture, avec Colette Paul, grand spécialiste de Jeanne d'Arc, et Michel Vinocq, grand spécialiste de l'histoire de Jeanne d'Arc dans l'histoire. Donc, c'est comment s'établit cette renommée, etc. Et le sujet était précisément
c'était pas le sujet, c'était pas l'histoire de Jeanne. Le sujet, c'était pourquoi Jeanne aujourd'hui. C'était juste après le retour de l'anneau, et tout le monde ne parlait que de Jeanne. Et le journaliste de France Culture, alors France Culture, vous savez, c'est le premier endroit soviétique du monde. Et donc, voilà, mon attaché de presse m'avait dit, je vous accompagne. Je dis, rassurez-vous, je peux pas tout seul, ils ne me dévoreront pas. Elle me dit, non, non, c'est pas ça, mais je pense que vous allez vous énerver. Je dis, non, rassurez-vous, je peux me calmer. Alors, c'était extraordinaire parce que j'arrive, il y avait un petit salon avant, là, où on nous offrait un show comme ça, là, une bouteille d'eau et 3 cacahuètes. Et puis, alors, il y a Michel Vinocq et Colette Beaune qui parlaient entre eux. Moi, j'arrive, je salue, et puis je fais des petites phrases gentilles. Puis ça, madame, je suis très honoré d'être avec la grande spécialiste Jeanne. Bonjour, monsieur. Michel Vinocq, lui, vous, on a fait. Bonjour, monsieur. Et puis, ils parlaient entre eux, j'étais transparent. En fait, je me suis dit que je n'étais pas du sérail. C'est vrai que je n'avais pas fait les études, quoi. Donc, on ne voyait pas. Bon. Alors, on prend l'ascenseur pour monter dans le studio, là, et elle dit, pas à moi, à mon attaché de presse, vous avez fait quand même une belle couverture. Alors, j'ai dit, merci madame, et vous savez, à l'intérieur, une très belle typographie. Très très belle présentation. Alors, elle dit, oui, c'est vrai. Et alors, dans l'ascenseur, avec une voix stentor, mon attaché de presse dit, et surtout le chiffre des ventes. Alors, pourquoi vous avez dit ça? Elle dit, parce que vous en avez vendu 10 fois plus qu'eux. Alors là, vous me tuez. Alors elle dit, oui, ça c'était l'injure suprême. Bon. Et donc on est rentré là, et ça a été absolument étonnant, parce que, alors on a parlé comme de Jeanne, bon, et puis Colette Beaune dit, mais pour moi, Jeanne d'Arc, c'est un objet d'examen. C'est un objet de recherche. Alors Michel Vinocq dit, c'est un mythe qui revient, etc. et tout. Alors après, le type se tourne à moi et dit, et vous, maître? Je dis, moi, c'est une jeune fille dont je suis éperdument amoureux. Alors après, mon attaché de presse qui était avec les techniciens m'a dit, ah ben ils ont dit, t'es sympa lui. Bon. Alors donc, ça m'a un petit peu sauvé. Mais c'est pas pour ça que j'aurais pas dû vous raconter ça, c'est idiot, mais ce que je veux dire, c'est que Michel Vinocq a une phrase qui était très étonnante. L'animateur de France Culture lui dit, et Jeanne maintenant, elle revient où? Et Michel Vinocq dit, là où elle aurait dû toujours rester, à gauche. Et alors, je complète cette anecdote par une autre que j'ai vécue aussi. La première conférence que j'ai faite sur ce livre, après la conférence aux belles lettres, c'est dans une librairie parisienne du 14e arrondissement, la librairie Tropique. Si un jour vous voulez vous amuser, vous allez sur Internet, vous avez la librairie Tropique, et vous tapez Jeanne, et vous regarderez la vidéo qu'ils ont faite de cette intervention. Le patron de la librairie Tropique m'envoie un courriel me disant, maître, est-ce que vous accepteriez de venir parler de votre livre dans la librairie? Point d'interrogation, à la ligne, je suis une librairie hegeliano-marxiste. Je lui réponds, très volontiers, cher monsieur, je ne savais pas qu'il existait encore des librairies hegeliano-marxistes. Il me répond, là encore et de trop, mais je vous attends. Je dis, je viens. Donc j'arrive, et il y avait, bon, ici, une gazette, c'est une librairie que je m'appelle. Et le patron, très sympathique, commence à dire, eh bien, mes chers amis, il y en a ici qui doivent être étonnés que j'ai invité Maître Trémolet-de-Villers, qui n'est pas franchement de mon bord, et pour parler de Jeanne d'Arc, qui n'est pas franchement ce que je vends d'habitude. Mais, comme disait le camarade Vladimir Ilitch Lénine, les faits sont têtus. Et comme disait mon maître Hegel, l'histoire est parsemée de faits transcendantaux. Jeanne est un fait transcendantal. Maître, vous avez la parole. Monsieur, merci, j'ai pu aller. Alors, si, comme un avocat, il faut un moyen de parler, donc je parle. Et je raconte, et j'ai en train de raconter un peu ce qu'il y avait dans mon livre, quand un monsieur, on était plus nombreux, j'étais assis là, il y avait un monsieur qui était juste à côté, qui me prend par la manche, à un moment qui m'a juste fait un tout petit silence, il me dit, maître, quand je vous regarde, je pense que vous n'êtes pas un perdreau de l'année. Je ne suis pas un perdreau de l'année. Ça fait un demi-siècle au moins que vous plaidez, j'ai dit à peu près. Oui.
Vous en avez vu des choses. Oui. Et vous avez vu des choses, vous avez vu des gens, vous avez une expérience. Et alors comment vous pouvez y croire? Là, à votre âge, avec cette expérience. Ah, c'est Sainte-Marguerite, Sainte-Catherine, Saint-Michel qui apparaissent avec des couronnes, enfin c'est pas raisonnable, comment? Bon, et moi je me disais, il va falloir que je lui réponde. Et à ce moment-là, le patron se relève et lui dit, je t'ai dit un fait transcendantal. Autant dire un mystère. Et le propre du mystère, mon vieux, c'est que c'est mystérieux. Et si tu demandes à Maître Trémollet de t'expliquer le mystère, et s'il y arrive, il n'y a plus de mystère. Je dis merci. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est ce qui m'a fait tout ce que je vais vous dire, c'est que Jeanne, elle est venue 1850. Elle arrive au moment du triomphe du scientisme, du triomphe du progrès continu, du triomphe de ce qui va engendrer les deux grandes idéologies du XXe siècle, le libéralisme d'où sortira le capitalisme sauvage, etc., et le marxisme d'où sortira le communisme, etc. Et puis, par voie de réaction, le fascisme et le nazisme, qui ne sont d'ailleurs que des formes succédanées de marxisme. Enfin, on le sait, Hitler le disait lui-même, je suis le seul à avoir compris Marx. Bon, et alors ça, les marxistes, ils n'osaient plus le dire. Enfin, il l'a dit quand même, il l'a écrit. Bon, et Mussolini, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Bon, donc, et ces énormes utopies qui ont ravagé le XXe siècle, elles sortent de là. Et c'est au même moment de ce triomphe du matérialisme, du naturalisme au sens fort du terme, c'est-à-dire de cette idée que nous sommes un monde clos, fermé, de barbelés, qui n'a pas de ciel, qui n'a pas de Dieu, qui n'a rien. C'est la formule de l'extraordinaire de Laplace de Napoléon, quand Napoléon lui dit « Alors monsieur, mais dans votre système, où est Dieu? Dieu est une hypothèse dont je n'ai pas besoin. » On en est là, bon. Napoléon l'a pris pour un cinglé, il avait raison. Mais il n'empêche que on en était là. Et Jeanne apparaît comme mais pas le contraire, comme le tout autre monde. Le tout autre monde qui vit les deux mondes. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et qui le lit dans le domaine qui est le plus surprenant. Le militaire, le politique et le judiciaire. La sainteté dans le militaire, il n'y en a pas beaucoup. La sainteté dans le politique, c'est rarissime. La sainteté dans le judiciaire, il n'y a que ça. Du côté des condamnés. Et donc, mais c'est tout. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive et qu'elle fiche tout en l'air et qu'elle renverse tout comme elle avait tout renversé. Entre le 20 février 1429 et le 17 juillet 1400. Oui, tout est renversé. Vous vous souvenez? Oui, vous êtes des gens très calés, très cultivés, vous êtes ça, c'est évident. Mais parfois, je suis toujours un peu obligé de rappeler quand même les bases, parce que je m'aperçois que même chez les médias, il y a des confusions absolument ahurissantes. J'ai un admirable hérétique, là, et pour qui le roi Louis XVI priait, ceux de nos frères qui sont dans l'erreur, mais on ne les condamne pas. Bon, au contraire, on les aime encore plus, c'est pour ça qu'ils restent dans l'erreur, parce qu'ils savent qu'ils sont encore plus aimés. Et donc, mais j'en ai quand même entendu beaucoup me dire que Jeanne, elle aussi, elle l'avait suscité contre les protestants. Hein. Alors, il y a des moments, bon, c'est comme, d'ailleurs, quand vous êtes jeune encore, enfin, vous avez un peu de mon âge, mais quand on visitait, quand j'étais jeune et qu'on visitait la tour Constance, la tour de Constance à Aigues-Mortes, la tour de Constance, quelle était ta machicoulis, disait celui qui vous disait. Et c'est là que Saint-Louis jetait dans la fosse les protestants. Alors, il faut quand même rétablir un peu la chronologie. Bon, et bien là, donc, au moment où Jeanne arrive, l'université de Paris, qui s'appelle elle-même le soleil radieux de la chrétienté, en toute humilité, l'université de Paris qui fait les rois et qui fait les papes. Vous savez qu'il y avait 3 papes. Il y avait 2 papes d'abord. On a consulté l'université de Paris pour savoir lequel des 2 était le bon. On a réuni un comité d'experts
que Jacques Bainville appelait le comité des doigts dans l'œil. Et le comité d'experts s'est réuni, et quand on a eu la consultation de l'Université de Paris, on n'a pas eu deux papes, on a eu trois. Donc, et les Italiens, furieux qu'on ait consulté l'Université de Paris et pas Rome, disaient avec l'accent italien, mais nous croyons que l'Université de Paris a une pièce où elle sort les papes comme elle veut. Donc, l'Université de Paris, c'était le sommet de l'orgueil intellectuel, de l'orgueil spirituel et de la compétence, quand même. C'est la Sorbonne. C'est donc le pouvoir culturel et le pouvoir spirituel du temps. Et le pouvoir politique, puisqu'ils ont fait le royaume de France et d'Angleterre. Ils ont fait le traité de Troyes. Et ils ont rédigé la formule du serment que tous les bons Français devaient prêter, de servir loyalement le roi de France et d'Angleterre et de lutter par tous les moyens contre le prétendu Charles VII. Bon, donc c'est clair. Et imaginez Charles VI, qui est fou. Vous savez que Charles VI était fou. Charles VI, fou, marié à Isabeau de Bavière, dont on disait qu'elle était la plus grande putain de la chrétienté. Ce qui n'est pas un brevet de moralité. Bon. Et donc, qui est une vénalité à lui. Le roi fou, sa femme vénale, cède le royaume au roi d'Angleterre, qui devient roi de France et d'Angleterre, en déshéritant leur fils, qu'ils traitent de parricide. Alors qu'on ne voit pas pourquoi. N'importe qui, le dernier des paysans, le dernier des serfs du royaume, voyant un contrat pareil, dirait ça ne va pas. Il n'a pas l'ombre d'une valeur. Enfin, déjà, un fou, il n'a plus de consentement. Bon, la vénale, etc., enfin, c'est évident. Eh bien, c'était évident pour tout le monde, sauf pour l'Université de Paris, extrêmement intelligente, extrêmement calée, comité d'experts, et qui dit c'est l'avenir. C'est la nouvelle Union européenne, c'est la première Union européenne. Roi de France, on fait la paix, on fait le nouvel ordre mondial, je ne rigole pas, on fait le nouvel ordre mondial, et le nouvel ordre mondial suppose la disparition du royaume de France, qui de toutes les façons ne sert à rien. Bon. Et en plus, les Français ne peuvent pas se plaindre, car le roi est roi de France et d'Angleterre. Donc la France passe devant. Donc soyez rassurés, l'Europe c'est bien, l'Europe c'est chouette, suivez tous, et tout va bien, et tout ira bien. Et là-dessus, une jeune fille, qui ne sait ni A ni B, qui a 17 ans, qui arrive de Lorraine avec 3 ou 4 carvins, enfin garçons ou jeunes gens, qu'elle est allée chercher pour l'accompagner, prend alors celui qu'on appelait le petit roi de Bourges, et qui était tellement au fin fond du gouffre, que quelques semaines avant, quelques mois, dans son château de Loches, après la énième défaite catastrophique, la bataille des harengs, on avait emporté des chariots de harengs pour ravitailler Orléans, et que tous ces chariots s'étaient fait prendre par l'armée anglaise, se dit, ah c'est bon, c'est fini. Et il se lève la nuit, il va dans la chapelle du château, il se met à genoux, il prie et il dit, Seigneur, si je ne suis pas le légitime héritier, si en fait toutes ces défaites viennent que de ce que ma mère, de ce que je ne suis pas le fils de mon père, ce qui en raison de l'inconduite de ma mère n'est pas forcément invraisemblable. Alors envoyez-moi un signe, et j'arrête tout. Je ne vais pas continuer à faire tuer les gens comme ça, alors si c'est pas moi, envoyez-moi un signe. Et quand Jeanne arrive à Chinon, qu'elle rentre dans cette grande salle où il y a 300 chevaliers, où on lui a présenté un faux roi sur l'estrade, etc., et où il y a le roi qui est caché quelque part, elle va vers cet homme. Et cet homme, on a sa photo, on a son portrait, il est fougué, vous le regardez, il a les paupières qui tombent, les joues qui tombent, la bouche qui tombe, tout tombe. Et en plus, il a des genoux cagneux. Et elle arrive, et alors ça c'est pas Jeanne qui le dit, c'est moi, peut-être qu'elle me grondera de l'avoir dit, mais je le dis quand même, en mettant un genou en terre devant lui, elle a dû se dire, bah va falloir faire avec ça. Et en même temps, elle lui dit, je connais ta prière secrète. Elle l'emmène dans la petite chapelle au fond de la grande salle du château de Chinon, elle l'emmène là, et pour la seule fois de sa vie, elle le tutoie, en lui disant, je connais ta prière secrète, et je suis venu te dire, de par Dieu, que tu es vrai héritier du royaume de France. Et que je suis venu ici pour te faire sacrer à Reims.
Il ressort, et tout était remonté, et on s'est dit qu'il s'est passé un truc. Et bien cette jeune fille qui est arrivée et qui a fait, comme dit Bainville, la première chose qu'il fallait faire, rendre confiance au prince. Lui rendre l'honneur et la confiance. À partir de là, en quelques mois, et elle disait elle-même au roi, sire, occupez-moi vite, je ne durerai pas plus d'1 an. En un an et un mois, elle renverse tout. Et ensuite, elle a 1 an et 1 mois de prison. Et puis c'est fini. Donc, elle a... C'est suffocant. Bon, c'est suffocant. Et donc, quand elle arrive, elle est prisonnière à Compiègne. Immédiatement, elle est prisonnière. Immédiatement, on organise son procès à la demande de l'Université de Paris. J'en viens enfin au procès. Et si vous regardez bien, c'est la première fois dans l'histoire qu'on juge un vaincu. Que les vainqueurs jugent les vaincus. Jamais ça s'était vu, jamais. On les tuait, on pouvait les tuer. La plupart du temps, on les libérait sous rançon, ce qui nourrissait l'effort de guerre. Vous savez qu'après la bataille d'Azincourt, le roi d'Angleterre a fait trancher la tête de 500 chevaliers français. À côté de ça, le djihad, que dalle. Bon, on n'a pas de leçon à donner. C'était des bons chrétiens, hein. Bon, 500 chevaliers français, et les seigneurs anglais ont dit au roi d'Angleterre, sire, c'est pas possible. C'est contraire à toutes les lois de la guerre, c'est contraire aux lois de la chevalerie. C'était tous des seigneurs, hein. Tous des officiers, tous des seigneurs, tous des chevaliers. Et en plus, c'est absurde, parce que, avec les rançons qu'ils verseront, ça va nourrir l'effort de guerre. Mais le roi, plus malin, qui a fait Katyn avant Staline, le roi plus malin dit, oui, mais avec ça, je liquide toute l'élite française, et après je rentre comme dans du beurre, dans le royaume de France. Il avait épargné Charles d'Orléans, prisonnier nucléaire parce qu'il était sang royal, et Jean d'Alençon, qui ensuite sera racheté, et ça le ruinera, et qui fera la campagne avec Jacques. Mais donc, cette façon d'éradiquer, de vouloir tenir l'ensemble du pays, c'était complètement installé. Et dans cette espèce de vide complet, de désespérance totale, Jeanne a tellement tout renversé que l'Université de Paris dit il faut la juger. Et écrit tout de suite au roi de France et d'Angleterre, il faut la juger. Celui qui l'a fait prisonnière, c'est Jean de Luxembourg, c'est un de ses capitaines, il la maintient, il la détient, il la vend. 10 000 écus le prix d'un roi. Le prix d'un roi. Et donc elle commence son périple, etc., pour arriver à son procès. Alors ce procès, je vais vous dire un peu maintenant, rapidement, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dans le livre, parce que si je vous le dis, vous ne l'achetez pas, ça ne sert à rien. Mais je vais vous dire quand même quelques éléments, parce que vous allez voir l'extraordinaire actualité. D'abord, je vais vous faire une confession. Ce livre, le procès de Jeanne, ça faisait plus de 50 ans que je l'avais sur ma table. J'ai fait ma première conférence publique à 19 ans sur le procès de Jeanne d'Arc. Et j'étais fier parce que j'avais commencé en disant elle avait 19 ans et moi aussi. Maintenant, ça fait un certain temps que j'ai plus 19 ans. Mais elle a toujours 19 ans. Et c'est ce qui fait d'ailleurs son charme. C'est ce qui fait un charme invincible. Parce que pour l'éternité, comme dit Peggy, elle aura toujours 19 ans. Et même Dieu n'y prend rien. De Sainte Geneviève, comme dit Peggy, c'est les Genevièves, et l'une dans le ciel à l'âge que Dieu veut, et l'autre, elle n'aura jamais un autre âge que 19 ans. Donc cette petite... j'avais ce texte, j'avais lu, relu, encore lu, et encore lu, et encore lu, et encore lu, et fait des conférences. C'est un avocat, forcément, ça fait... Et puis un jour, il y a 2 ans de ça, pour une raison que j'ignore, et comme dirait mon copain de la librairie des Tropiques, c'est un mystère. Bon, il y a des mystères. Pour une raison que j'ignore, je prends ce texte, il est sur ma table, hein, et je prends ce texte, et je me dis, si je le regardais en avocat, ça veut dire que pour quelqu'un dont on disait de temps en temps que j'étais un type assez rapide de l'esprit, mettre 50 ans en tant qu'avocat à regarder un procès en avocat, c'est pas une preuve d'extraordinaire agilité intellectuelle. Mais je me suis dit, je le regarde en avocat.
Et dès la première, donc audience par audience, hein, puisque c'est les PV d'audience, audience par audience, la plume à la main, en disant, bon, que voulaient les juges? Pourquoi ils posent des questions comme ça? Et Jeanne, est-ce qu'elle a un système de défense ou pas? Pourquoi elle répond comme ça? Alors moi j'utilisais, vous savez, les formules célèbres, si Jeanne est toujours en état de grâce, si j'y suis, Dieu m'y garde, si je m'y suis, Dieu m'y mette, enfin, des trucs très célèbres. Bon. Mais là, j'ai vu autre chose. Dès la première audience, je me suis dit, mais elle est extraordinaire, cette fille. Extraordinaire. Et, alors, croyez-moi, je ne suis pas dingue, quoi. J'ai pas eu des visions. Je me dis ça à mon épouse et à mes enfants, j'ai dit, ça y est, j'ai vu Jeanne. Ils m'ont dit, où le moment? J'ai pas vu. Je peux pas vous dire si elle était blonde, brune, si elle avait les yeux bleus, les yeux verts, non. Mais j'ai vu, avec les yeux de l'esprit, j'ai vu cette jeune fille se battre à l'audience et montrer une maîtrise de l'art judiciaire et de ce que nous appelons dans notre jargon pénaliste être une bête d'audience, comme on en voit peu, et peut-être comme on en a vu plus exactement jamais. Parce que vous prenez tous les grands procès. Alors il y a Socrate. Socrate a dominé son procès, mais on n'a pas les PV d'audience de Socrate. Socrate, on sait ça par Xénophon et par Platon, qui étaient quand même ses disciples, ses copains. Donc, je pense que Socrate s'est un peu moqué de la cité, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Jésus-Christ a dominé ces juges, oui, mais Jésus-Christ est fils de Dieu. Et il y a d'ailleurs des ressemblances entre le procès de Jésus et le procès de Jésus. Mais après, vous prenez tout, vous avez même des gens extraordinaires, les premiers martyrs chrétiens, Sainte Cécile, tout, qui ont été vraiment extraordinaires. Mais personne, et puis même ceux qui se sont vraiment bien battus, quoi, mais personne n'a dominé professionnellement, c'est-à-dire prenant la main sur le procès. Comment fait-elle? Au début, première audience, le juge lui dit de façon cochon, lui dit de façon extrêmement simple et banale, maintenant vous allez prêter serment de dire la vérité sur les questions qu'on vous posera. Alors aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, au contraire, le président de la cour d'assises dit monsieur ou madame, monsieur, bon, vous allez répondre aux questions, vous avez le droit de vous taire et vous avez même le droit de mentir. À quoi l'accusé, bien chapitré par son avocat, dit je n'en abuserai pas, monsieur le président. Donc, et au bout de 5 minutes, disons une demi-heure, le président commence à dire à son accusé, enfin dites la vérité, quoi, bon, vous en êtes là pour dire la vérité, bon, c'est évident, c'est pas un concert, bon. Et là, donc, Cochon dit ça. Et Jeanne, tout de suite, alors vous imaginez, il faut que vous imaginiez, elle a 60 juges devant elle, hein. Ils sont 60. Ils sont dans la chapelle royale du château de Rouen, 60, alors, évêque, père abbé, insigne docteur en sacrée théologie, la fine fleur de l'université de Paris, tout ça, enfin tout ce qu'on fait de mieux, grand inquisiteur, vice inquisiteur, enfin tout ce que vous voulez. Bon, et elle arrive, elle les regarde, et on lui dit, ben, vous avez pas dit serment, elle dit, je ne sais sur quoi vous me voulez interroger. Peut-être me demanderez-vous telle chose sur laquelle je ne vous répondrai point. Le cochon, il est sidéré. Enfin, Jeanne, enfin, bon, tout le monde prête serment, enfin, même les princes prêtent serment de répondre en matière de foi. Si c'est en matière de foi, je veux bien répondre. Mais des secrets que j'ai révélés à mon roi, vous n'en saurez rien, si vous coupez la tête. On m'écartelez à 4 chevaux. Donc elle a compris tout de suite, que le premier procès, il y a 3 procès dans le procès de Jeanne, que le premier procès, qui est un procès politique, les juges veulent le secret entre Jeanne et le roi. Ce qui s'est dit, parce que tout se sait, ce qui s'est dit dans cette petite chapelle, qu'est-ce qui s'est dit là? Ça, ils n'auront pas. Ils n'auront jamais, et elle ne le dit pas. On le saura après par le roi. Et elle ne le dit pas, parce qu'elle est très fine, elle dit, si je dis que je lui ai dit qu'il était le fils légitime, on ne va pas retenir ça. On va retenir qu'il avait douté de sa légitimité. Et le monde entier, parce que le procès est fait pour être diffusé dans la chrétienté tout entière. C'est un procès médiatique, c'est un procès politique, c'est un procès soviétique. Sauf que les soviets, c'est, je vais dire, des gros bourrins à côté de ces gars-là.
Eux, c'est des artistes dans la cruauté. Bon. Et donc, elle a compris tout de suite, et ils ne sauront pas. Et ensuite, elle leur dit, première chose, donc. Deuxième chose, elle dit, peut-être vous répondrai-je, mais reposez-moi la question dans 8 jours. Alors, vous avez deux choses. Les magistrats dans la salle, ils le savent. Il y avait deux choses sur lesquelles aucun juge ne peut transiger. Aucun président ne peut transiger. C'est le président qui est le maître de la matière du procès. Ça se traduit par des choses très simples. Monsieur l'accusé, c'est moi qui pose la question, c'est moi qui répondais, et pas l'inverse. Il est maître de la matière du procès et il est maître du temps du procès. Et très souvent, les avocats, pour gagner du temps, trouvent des trucs, déposent des conclusions, pour qu'on réponde, etc. Enfin bon, demandent des renvois, une tête, etc. Mais ils n'ont pas. Bon. Et là, Jeanne, qui n'est pas d'avocat, spontanément, elle prend la main sur le procès en fixant la matière sur laquelle elle répondra, des choses que j'ai faites quand je suis venu au pays de France, volontiers je répondrai. Mais de ce que il s'est passé entre le roi et moi, je ne le dirai à personne. Elle fixe la matière. Et elle fixe les délais. Elle dira, reposez-moi la question dans 8 jours. À un moment, elle dira, reposez-moi la question dans 15 jours. Et 15 jours après, il repose la question. Je me suis dit, pourquoi elle fait ça? Et c'est évident. Elle fait ça pour gagner du temps. Parce qu'elle s'est dit, ces gens-là sont là pour me tuer. Elle est très fine, Jeanne, elle comprend tout. Comme elle arrivait au Conseil du roi et qu'elle comprenait tout au coup d'œil, comme elle arrivait au Conseil des généraux et qu'elle comprenait tout au coup d'œil, et qu'elle disait, vous allez bien délibérer entre vous, sans moi. Elle n'était jamais invitée au Conseil des généraux. Elle n'était jamais invitée au Conseil du roi. Elle rentrait comme ça, en disant, vous avez délibéré, vous avez pris à votre conseil, je suis allé au mien, il est meilleur que le vôtre. Et on va faire comme j'ai dit. Quand elle arrive à Orléans, c'est prodigieux. Elle tombe sur le bâtard d'Orléans, Dumois, qui est le chef, le généralissime des armées de Charles VII, cousin de Charles VII. Elle arrive, et elle lui dit, c'est vous le bâtard d'Orléans? Elle dit, oh, c'est moi. Eh bien, je vous félicite pas. Elle n'a même pas bougé, moi. Je vous félicite pas. Vous m'avez fait passer par là, et c'était de l'autre côté qu'il fallait passer. Elle dit, mais Jeanne, le couloir était contraire, et le vent aussi. Elle dit, le vent, ça tourne. Et le vent tourne. Elle se dit, ouh, celle-là, pourtant rien ne tourne mieux que le vent. Hein. Bon. Mais, et donc, elle a cette espèce de coup d'œil, de rapidité, qui fait qu'elle saisit les personnalités, et elle saisit qui est pour elle, qui est contre elle. Là, ils sont tous contre elle. Ils sont tous venus pour la tuer, donc on gagne du temps. On gagne du temps parce qu'elle pense, comme ses voix lui disent, qu'elle va être libérée par grande victoire. Et donc, la grande victoire, pour elle, c'est une victoire militaire. C'est Laïrc, Saint-Traille, d'Alençon, ses copains qui arrivent et qui vous balancent tous ces foireux de curés, etc. Et Bergin. C'est ça qu'elle explique. Et c'est pour ça qu'elle gagne du temps. Et le 21 février, 31 mai, c'est quand même long, hein, pour un procès jugé d'avance. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon vous allez tout avoir tout. Mais je vais. Alors, donc, c'est première chose, je découvre une extraordinaire athlète de la. On entend? Oui. On découvre une extraordinaire athlète de la procédure et du combat d'audience. Ensuite, vous allez trouver, le plus grand écrivain français. Jean Cocteau disait Jeanne d'Arc est le plus grand écrivain français. Et vous êtes dans la magnifique préface que Brasillac a faite de ce succès. Ça commence ainsi. Le plus pur et le plus émouvant chef-d'œuvre de la langue française n'a pas été écrit par un homme de lettres. Il est né de la collaboration abominable et douloureuse d'une jeune fille visitée par les anges et de quelques curés muets pour l'occasion en tortionnaires. Et donc vous avez là, alors je vais vous citer un exemple, juste un exemple. Un exemple qui est l'audience, la deuxième audience. La deuxième audience, c'est l'audience des bois. C'est celle sur laquelle on la questionne sur ses bois. Et Beaupère lui dit, grand inquisiteur, lui dit, quand avez-vous entendu les voix pour la première fois? Jeanne répond.
quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Vous entendez bien ça? J'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. C'est extraordinaire. Je pense que vous pouvez y rester une semaine, 15 jours. Moi, ça fait 1 an que je suis sur cette phrase. Là, ça n'a rien à voir avec Al-Akbar. Hein. Ça n'a rien à voir non plus avec ce qu'on dit tant de livres. Où Jeanne, c'est la petite paysanne complètement idiote à qui ses voix disent tu fais ceci, tu fais cela, puis elle gagne, etc. Puis au bout d'un moment, les voix lui disent on ne te dit plus rien, puis tu peux. Mais non, ça n'a rien à voir avec la réalité. J'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Ça dit l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu qui vient jusqu'à cette jeune fille pour l'aider humblement, pour l'aider à se gouverner. Et elle garde le gouvernement d'elle-même tout le temps. Elle le gardera jusqu'au bout. Et à quel prix? En discutant avec ses voix, et parfois contre ses voix. À un moment, elle est à la tour de Beauvoir, prisonnière, elle s'évade. Elle enferme son geôlier dans sa propre chambre, elle, il vient, tac, tac, elle l'enferme, elle se tire. Et juste arrivée à la porte, malheureusement, il y en a d'autres qui la trouvent, alors on la prend et on la met tout en haut de la tour, 30 mètres. Et là, barricadée. Et elle sait que les Anglais vont reprendre Compiègne. Là où elle a été faite prisonnière. Et les Anglais ont décidé que, puisque Compiègne avait quitté le camp anglais pour se rallier au camp français, tous les habitants mâles de Compiègne seraient passés au fil de l'épée jusqu'à l'âge de 7 ans. Et Jeanne dit, mais c'est pas possible de laisser de si bons citoyens, de laisser de si bons Français dans ces conditions, il faut que j'y aille. Et ces voix lui disent, Jeanne, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas y aller. Et Dieu portera secours aux gens de Compiègne. Et Jeanne répond, si Dieu porte secours aux gens de Compiègne, je veux être là. C'est très fort ça, parce qu'elle sait, Jeanne, elle sait parce qu'elle connaît la psychologie divine. Elle discute beaucoup avec les anges et les saints. Pendant 4 ans, elle a discuté. Moi, j'ai 13 ans, jusqu'à pendant 6 ans, 13 à 19 ans. Et donc elle sait que Dieu n'agit jamais que par cause seconde. Et qu'il ne fait pas de miracle. Elle n'a jamais vécu, elle n'a jamais eu un miracle, jamais, jamais. Elle dit, mais je besognais tout le temps, même quand j'étais blessé. Et donc, elle dit, mais il y a un moyen d'y aller, je saute. Et ses voix lui disent, Jeanne, tu ne sautes pas. Elle saute. Et en sautant, elle crie, Jésus-Marie, sauvez-moi. Et c'est le seul miracle qu'elle ait eu, parce qu'en fait, elle tombe de 30 mètres, et elle ne se casse rien. Elle est restée 48 heures quand même, sans pouvoir manger, ni boire, ni parler. Et ensuite, ça revient. Sacrée constitution. Et c'est bien passé sa vie à cheval. Enfin bon. Et quand les juges lui disent, mais Jeanne, parce que les juges, ils ne sont pas une contradiction près, Jeanne, vous avez désobéi à vos voix? Est-ce que ce n'est pas grand péché? Surtout en risquant votre vie? Elle dit, en véritable suicide. Et elle a cette parole extraordinaire. Je n'ai pas sauté en espérance de me désespérer. Mais j'ai sauté pour aller rejoindre des gens de Compiègne. Mais Jeanne, vous pouviez faire confiance, etc. Et est-ce que vous êtes confessé? Oui, je me suis confessé d'avoir désobéi aux lois, à mes lois. Elles m'ont demandé de me confesser, et je m'en suis confessé. Et là, le cochon lui dit, et est-ce que vous avez eu pénitence de ce que vous aviez fait? Et Jeanne répond, le mal que je me suis fait en tombant a suffi comme pénitence. et donc, vous voyez, c'est juste une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. 13 ans à l'époque, c'est l'âge où une fille peut se marier. Elle est formée, elle peut se marier. 15 ans pour les garçons, 13 ans pour les filles. Elle peut aussi vouer sa virginité. C'est à ce moment-là que la voix vient. Et elle continue. Et la première fois, j'eus grand peur. Ce que Anatole France n'a pas observé, Anatole France qui démontre 2 énormes volumes comme ça, que toutes les voix de Jeanne étaient des voix intérieures, des pulsions intérieures. Alors, elle avait beaucoup prié devant la statue de Sainte Marguerite et devant le portrait de Sainte Catherine dans sa chapelle, dans l'église de son village, et donc elle a cru. Alors, ça, elle a cru les voix. Non. Les voix intérieures, ça n'a jamais fait peur. Les voix intérieures, en général, réfléchissez bien, ça va risquer votre vie, les voix intérieures, elles vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Et quand elles vous disent pas ce que vous avez envie d'entendre, vous les écoutez pas, puis c'est très facile de les faire taire puisqu'elles sont intérieures. Mais là, c'est la première fois que j'ai eu grand peur,
C'était extérieur, sinon elle n'aurait pas eu peur. Et en même temps, c'est magnifique aussi. Parce que si vous réfléchissez que c'est un rapport d'amour entre Dieu et l'homme, la première fois j'ai grand peur, c'est la jeune Vierge devant l'amour humain, comme devant l'amour de Dieu. La première fois j'ai grand peur, c'est magnifique ça. Et alors après, la phrase que je considère personnellement comme la plus belle phrase de la langue française, et vint cette voix, environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. C'est pas beau ça? Et c'est tout Jeanne, midi, au temps de l'été. C'est pleinement solaire. Et Jeanne, c'est une fille solaire. Il n'y a pas l'ombre du nombre, du nombre, du nombre. Midi, au temps de l'été. Je pense que si elle avait fait son signe astral, elle devait être Jupiter dans le soleil. Voilà. Et donc c'est une fille de victoire. Elle est née pour la victoire. Ça se voit, et pour la lumière. Et c'est pour ça qu'elle est si gaie. Elle est gaie, Jeanne. Elle rit tout le temps. Elle rit, elle pleure aussi. Elle rit, elle pleure, elle rit. Bon. Mais elle rit beaucoup, même dans les moments les plus terribles, avec ses juges. Quand un juge lui dit, alors Saint-Michel, il était habillé comment? Je ne vous dirai pas. Ah non, j'aurais un truc aussi idiot. Passer outre. Alors l'autre lui dit, était-il nu? Croyez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir? Et alors un autre crétin, avait-il des cheveux? Pourquoi les lui aurait-on coupés? Alors vous découpez ça comme des pièces de théâtre. Alors c'est tout ce que j'ai fait. Je ne vais pas tout vous dire, moi, mais c'est tout ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est mettre en relief. C'est mon métier, ça a été mon seul métier. Mettre en relief, vous le verrez d'ailleurs, tout ce qui est de Jeanne, c'est en caractère plus gras, tout ce qui est mon commentaire, c'est en petit caractère. J'ai voulu mettre en relief ce que j'ai vu quand je l'ai lu en avocat et que je n'avais pas vu avant. Et dernière anecdote, après je vais déjeuner, quand j'avais commencé ce livre-là, j'ai fait les 4 premiers chapitres à peu près, et puis j'ai fait une chouette préface, parce que j'avais lu la préface de Léonidas, la préface du Père Riquet, la préface du Père Doncoeur, toutes des très belles préfaces, donc je fais une très belle préface. Et puis je déjeune avec mon ami, depuis toujours, si on peut dire, qu'il est quand même plus de 20 ans pratiquement, Jean Piat, grand acteur, parce que je connais son pif et son sens des textes, et je lui dis, Jean, je suis en train d'écrire un truc, j'aimerais avoir votre idée. Il me dit, ah, j'ai pas vu, j'ai pas le temps, puis je suis vieux, j'ai 90 ans, et je suis en train de préparer un spectacle, et on démarra tout à l'heure, enfin, non, hier, il a démarré hier, à la Comédie Champs-Élysées, 92 ans et demi. Love Letters. Et donc, il me dit, j'ai pas le temps, etc. Bon. Et puis, je lui dis, bah, quand même, prenez-le. Bon, alors, il prend mon papier, on rentre chacun chez soi, et 2 heures après, il m'appelle à mon bureau, il me dit, j'ai pas fait la sieste, j'ai pris votre truc. Vous tenez quelque chose de fantastique. Vous tenez quelque chose de fantastique. Mais je vous en supplie, virez-moi votre préface. Je dis, attends, ma préface, c'est sur laquelle je ne peux plus transpirer, quoi. Elle est belle, votre préface. Il m'a dit, votre préface, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous montrez Jeanne. Donc j'étais pas fou. Et il n'y a pas que moi qui ai vu Jeanne. Il m'a dit, Jeanne, je sais si je la connais, j'ai même joué des pièces sur elle. Mais là, vous nous montrez Jeanne comme jamais on l'a vue. Eh bien alors, je vous en supplie, votre préface, elle cache tout. C'est vous, votre préface. Et vous, on s'en fout. Alors mettez-vous derrière, il y a cette phrase extraordinaire, mettez-vous derrière, montrez-nous Jeanne, amenez-nous à l'audience, montrez-nous ce qui se passe, mettez ça en relief, et vous, effacez-vous. Et il a cette formule extraordinaire, pour une fois, un avocat sera humble. Venant d'un comédien, ça manque pas de scène. Mais en fait, il avait raison. Et donc, il m'a donné la clé, c'est pour ça que je cite tout le temps. Il m'a donné la clé, alors j'ai viré ma préface, vous ne la connaissez pas, tant pis. Je pense que vous ne rien finalement, parce que vous verrez Jeanne. Et après, ben c'est vrai, après, tout se déroule, et il dit, mais enfin, chaque morceau d'audience est une pièce de théâtre. Et puis, c'est vous dire l'actualité sur le plan judiciaire. Pendant que j'étais en train d'écrire cette pièce, en fait ce livre, j'ai eu l'affaire d'Assise où je défendais un jeune Corse, certains connaissent ici, et qui avait un peu abandonné, laissé traîner son ADN sur des poses de trucs de bombe. Mais il plaidait non coupable, et il plaidait très bien. Et il se défendait, et on avait un président qui était très fort, le président d'Assise. Et le président, à un moment, lui pose une question qui durait 4 ou 5 minutes.
une vraie question précise, avec 5, 6 choses-trappes dedans. Et là, il me regarde, Monsieur le Président, dans votre question, il y a au moins 4 questions. Moi, j'ai pas un cerveau d'avocat, découpez-moi ça, c'est vous que je vous fais. Et alors, donc, un peu étonné, bon, on a fait. Et après, à la suspension de l'audience, je me dis, Pierre Thomas, vous parlez comme jamais. Ah, ça me fait plaisir. Bon. Et donc, et après, quand c'est sorti, je veux faire le bouquin.